Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte télé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi ? D'abord, parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme nouvelle mascotte officielle de ce podcast sur la vie des ergothérapeutes. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bâiller aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier, juste devant l'Ortra. C'est au quartier des Charmilles, à Genève. Depuis plusieurs jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, il me laisse même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles. Ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille. Et cui, et quoi. Ils nous en racontent, et particulièrement les ergothérapeutes. Bon, pour vous donner une idée, nous sommes allés voir Stéphanie Weber, ergothérapeute en pédiatrie indépendante, qui nous présente son travail d'ergothérapeute avec les petits. La première chose que je fais, c'est que quand je reçois un tout petit, je regarde comment il se déplace au sol, s'il se déplace. Si c'est un bébé qui se déplace pas, je me dis, tiens, pourquoi c'est un bébé qui se déplace pas ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il est collé au sol ? Et puis là, justement, par rapport aux formations continues que j'ai pu faire, je sais qu'il y a certaines choses à observer très spécifiquement. Est-ce que c'est un bébé qui a un bon axe ? Ça veut dire, est-ce que sa tête est dans la même ligne que son bassin ? Est-ce que c'est un bébé qui est capable de soulever ses pieds, relever ses fesses ? Mettre les mains devant lui, mettre les mains dans la bouche. C'est toutes des informations qui vont me permettre de me dire, tiens, ce bébé, il met pas ses deux mains vers sa bouche. Pourquoi ? Comment l'aider pour qu'il fasse ça ? Parce que s'il fait ça, il va construire par la suite la perception de gauche-droite. S'il met les mains sur ce qu'on appelle la ligne médiane, donc la ligne centrale du corps, il va mettre les mains à la bouche. S'il met les mains à la bouche, ça veut dire qu'il va commencer à travailler avec sa langue, à découvrir les perceptions. C'est comme ça au début qu'un bébé il découvre les textures, c'est en passant par la bouche. Donc moi j'observe ça. Et puis, si je vois qu'il y a des choses qu'il ne fait pas et qu'il devrait faire par rapport à son âge, même s'il y a évidemment c'est pas à tel âge, il faut absolument faire ça. On est un peu souple quand même, parce que souvent un bébé, on lui montre une fois, tiens, t'arrives pas à faire ça, mais si simplement t'arrives pas à mettre tes mains dans la bouche, très bien. Alors si je propose par exemple à ta maman de t'aider en faisant tel mouvement, puis que la maman le fait, le bébé arrive à mettre dans la bouche, la fois d'après il le fera tout seul. Les bébés sont hyper malins, ils pigent hyper vite. Donc mon travail c'est ça, c'est les petites choses qui manquent. J'essaye de pallier, mais avec l'environnement, pas forcément toujours avec mes mains, parce qu'il faut que la maman puisse aussi proposer à son bébé de faire des choses quand elle n'est pas forcément à côté de lui. Donc dire à la maman, tiens, mettez-les peut-être un petit rouleau sous ses fesses pour relever son bassin. Peut-être que là, il va réussir à attraper son pied. Ça va l'aider, parce que vous l'aidez à lutter contre la gravité. Comme moi, vous avez dû être surpris des propos de Stéphanie sur l'importance du mouvement pour un tout petit. Alors lui, Ken Tabata, ergothérapeute à l'école et internat Clairvaux-Lancy. Dans sa pratique avec des jeunes polyhandicapés, le succès ne se mesure pas toujours de la même manière. Des fois, dès qu'on a un enfant en situation de polyhandicap, un nouvel enfant par exemple, des fois on se demande mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet enfant ? Et donc ça on commence par là, et après c'est là qu'on dit en fait cet enfant, on sait qu'il comprend, on sait qu'il peut avoir du potentiel, et c'est là que justement on essaie de trouver des solutions par le biais des exercices, de la rééducation, par le biais des positionnements, ce qui me concerne aussi. Si à la fin je vois que cet enfant peut accéder enfin à la classe avec une enseignante spécialisée, pour moi c'est déjà le bonheur, parce qu'il a pu accéder. J'ai accompagné une fille justement, elle comprenait tout.
Elle avait même un compte Instagram, tout ça. Elle arrivait à manipuler, à comprendre des choses. Sauf que sa grande difficulté, c'est qu'elle n'arrivait pas à l'usage de ses mains. Et aussi, sa tête n'arrêtait pas de bouger. Donc, c'était vraiment... elle était tout le temps comme un marathon. Elle n'arrêtait pas de bouger, elle devait tout le temps... C'était fatigant déjà de garder la posture debout ou même assise. Et au final, je devais travailler avec elle pour trouver une position afin qu'elle puisse ne serait-ce qu'écouter un cours de l'enseignement. Sauf que pour elle, c'est tellement fatigant. Et au final, je suis arrivé à trouver un compromis. J'ai parié sur elle en disant que, OK, cette sphère cognitive, elle l'a. Donc, je parie sur elle et on a mis en place un fauteuil roulant électrique. Pas pour se déplacer, simplement que pour qu'elle puisse trouver elle-même une position de travail qui lui convient. Et aujourd'hui, grâce aussi à tout le réseau, donc elle est plus ici à Clairbois à l'école, elle est allée dans une autre école, mais là, ce projet a été maintenu et poursuivi. Aujourd'hui, elle a un fauteuil électrique et elle peut justement écouter, et en plus, elle peut beaucoup plus facilement accéder sur Internet parce qu'elle n'utilisait que les pieds. Dis donc, il en faut de l'observation pour faire un bon ergothérapeute. Du coup, à force de discuter avec l'un et l'autre en langage Piaf, les anecdotes se suivent comme avec Anaïs Martin, ergothérapeute. Je pense à une autre histoire, c'est un jeune homme que j'ai rencontré qui, lui, avait pas tellement conscience de ses difficultés, liées aussi à sa maladie psychique. Et où par contre, là, il y a eu une activité qui le challengeait un peu, c'était les jeux de société. Puis du coup, la rencontre s'est vraiment fait par ce biais-là. Donc là, l'activité, c'était aussi un moyen de se rencontrer. Et donc, on a fait plusieurs fois les jeux de société ensemble. Et puis, en parallèle, avec sa famille qui le soutient pas mal, ils ont commencé à en refaire aussi à la maison parce qu'il avait l'habitude de jouer aux échecs avec sa sœur. Donc, il me faisait le récit aussi entre deux séances de « oui, j'ai joué aux échecs avec ma sœur, j'ai repris du plaisir, ça m'a occupée à la maison ». Et puis après, on a pu aussi faire le lien sur l'idée peut-être, s'il veut continuer à découvrir des jeux de société, d'aller à une ludothèque avec sa sœur et puis d'ouvrir un petit peu au-delà de sa maison, sa famille, peut-être aller aussi rencontrer un peu plus d'autres personnes qui aimeraient les jeux de société comme lui. Voilà de l'adaptation, il en faut pour ces ergothérapeutes. Mais avant tout, c'est une rencontre et une relation de confiance, non ? Nourdine Bouchadane, ergothérapeute. Alors déjà, c'est la relation de confiance. Moi, j'aime bien désamorcer les choses en disant que j'ai une ordonnance qui a été réalisée par tel ou tel médecin. Voilà, je ne viens pas chez vous parce que, entre guillemets, j'ai vu de la lumière, je viens parce qu'il y a une demande à un moment donné, parce qu'il y a une identification d'un besoin. À l'issue de ça, on essaie de travailler. Moi, j'aime bien questionner la personne sur ce qu'elle pense de ma présence, qu'est-ce qu'elle imagine de mon rôle, et après, moi, je vais étayer autour de ça. L'idée, c'est vraiment de créer une relation de confiance, et j'aime bien utiliser ce terme. Je ne viens pas avec une attitude inquisitrice, la personne elle reste souveraine et ça c'est ça qui fait le propre du domicile, c'est quand on a une certaine forme de liberté, mais la liberté elle appartient au patient de décider de ce qu'elle veut. Et moi, du moment où j'ai introduit ça, c'est vous qui décidez. Moi je conseille, je propose, je préconise, vous décidez. Si vous décidez qu'on aille ensemble là-dedans, je vous accompagne et on met en place des choses, mais des choses que vous aurez validées à un moment donné. Déjà, la première rencontre, en plus ce sont des enfants, il faut déjà créer une relation. Les enfants qui ont des difficultés à se mouvoir, ce ne sont pas les enfants qui viennent vers nous, c'est nous qui devons aller vers eux. Et c'est déjà tout un travail pour voir déjà comment on arrive à mettre en lien. Est-ce que du coup on peut poser la main sur sa main ou est-ce que justement on essaie de caresser le dos, tout ça. Déjà on commence par là. Et après on regarde, on évalue. Notre évaluation, il n'existe pas vraiment des bilans, c'est vraiment que par des observations. On observe, on fait des gestes, on essaie de faire des mises en situation et c'est là qu'on voit comment les enfants réagissent. Et déjà, une des grandes difficultés ici, c'est vraiment la mise en relation. Alors, lorsqu'un enfant vient, déjà, ce qu'on fait, c'est vraiment... Je me mets en face. Ça a l'air tout simple, mais déjà, cette posture de se mettre en face de l'enfant, ça permet déjà d'attirer le visuel de l'enfant. Donc là, on interagit déjà sur le canal visuel de l'enfant. Ensuite, le tactile.
on le touche, on se rapproche. Et après, si justement l'enfant commence à être en accord de travail, c'est là qu'il commence déjà à produire des compétences, même minimes, bouger les mains. Et là, du coup, on dit, ok, cet enfant est disponible. Ça passe toujours par une rencontre humaine d'abord, et donc vraiment une partie de discussion où je vais surtout m'intéresser à l'histoire de vie de la personne et notamment l'histoire de toutes ces activités qu'elle a pu faire avant, qu'elle n'arrive peut-être plus à faire aujourd'hui suite à une situation de handicap, on va dire, diverse. Et donc vraiment de voir qu'est-ce qui fait sens pour elle, pour se définir dans sa vie au travers de toutes ces activités. Oh là là, il en faut de la sensibilité et de l'observation pour exercer ce métier d'ergothérapeute. Mais comment ils se sentent perçus du coup ? Alors oui, il y a souvent besoin d'expliquer. Parce que souvent pour les personnes qui connaissent pas l'ergothérapie ou qu'on a un peu entendu parler, c'est des personnes qui font des gâteaux avec les personnes âgées ou qui mettent des barres dans les salles de douche. Alors oui, il y a une partie des ergothérapeutes qui font ça, bien sûr, mais l'ergothérapie, c'est vraiment aider, pour moi, si on doit faire vraiment quelque chose de très général, c'est vraiment rendre la personne autonome avec ses capacités. Je pense qu'en tant qu'ergothérapeute, on a plutôt tendance à être perçu comme ah oui, c'est quoi ? Ça veut dire plein de choses. Et puis une fois qu'on en parle, effectivement avec des situations aussi peut-être très concrètes, ce qui en ressort souvent, c'est « Ah, mais en fait, vous êtes utile très concrètement, je dirais, pour la personne. » Et puis le côté vraiment individualisé. C'est vraiment différent pour chaque personne parce qu'on l'accompagne là où elle a besoin et donc on a tous un quotidien différent. Et puis là où j'ai eu un très beau témoignage d'un patient une fois qui avait donc pas mal eu d'ergothérapie et qui me disait « mais je crois que j'ai enfin compris, c'est que l'ergothérapeute m'aide à me réaliser dans ma vie ». Et ça, j'ai trouvé vraiment très beau comme définition. Ouf, on a bien compris que le travail d'ergothérapeute, c'est un travail de longue haleine. Mais est-ce que c'est un métier dans lequel on peut se lancer quand on est jeune ? C'est quand même un métier où déjà il y a de la place, il y a de la demande, donc ça c'est quand même positif quand on veut se lancer aussi professionnellement. Je lui dirais de peut-être aller rencontrer des gens du métier, je pense que c'est ce qui parle le plus. Et moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à m'intéresser et j'ai dit ah ouais en fait il y a aussi un point qui m'a marqué, c'est que j'ai rencontré des ergots en début, en fin de carrière, dans différents domaines. Et j'avais l'impression que vraiment ce qui ressortait, c'était mais en fait mon métier, je peux être en fin de carrière et je l'aime toujours, je trouve toujours du sens. Donc ça, je trouvais assez rare. Et puis j'apprends toujours aussi, donc ça avait l'air assez stimulant. Et puis après, bien sûr que là où faut être attentif, c'est que c'est quand même un métier où on est dans le soin, dans le relationnel. Donc bien sûr qu'on entend des histoires quand même assez lourdes, difficiles. Donc c'est aussi d'abord savoir prendre soin de soi pour pouvoir bien accompagner et ne pas s'épuiser ou voilà, il y a aussi cette notion d'être déjà à l'écoute de soi si on veut être bien à l'écoute de l'autre. Le métier d'ergothérapie, ça touche tous les domaines. Tout âge, ça peut aller de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, ça peut être justement dans un milieu hospitalier, voire à une institution comme ici, l'école, l'EMS, et même on peut aller beaucoup plus loin. J'ai aussi rencontré des ergothérapeutes dans le monde du sport, pour justement le handisport, aujourd'hui on en parle beaucoup, paralympique, et aussi dans le voie par exemple public, l'urbanisme, comme le TPG, tout ça, pour l'accessibilité. Donc en final, c'est évolutif, oui, parce que si on veut changer de population, changer un peu de pratique, il y a plusieurs portes qu'on peut choisir. Et dans toute ma carrière, ça fait 13 ans que je suis ergothérapeute, j'ai jamais entendu un ergo au chômage. Je vous le disais,
Depuis mon nid douillet, en direct sur Radio 28, le podcast du Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social, ces ergothérapeutes, ils en vivent des choses. Au-delà de la complexité de chaque personnalité, ils donnent de l'énergie pour nous faciliter la vie. Bon, moi, je suis allé voler quelques minutes du côté de leur travail. Et c'est Stéphanie qui m'a parlé du mouvement et de l'espace dans leur profession. En fait, l'enfant, dans sa première année de vie, son travail, ça va être de bouger. Ça va être de bouger déjà pour comprendre comment lutter contre la gravité. Ça va être de comprendre que où vont ses yeux, son corps va aller. Et en apprenant justement ces mouvements-là, donc comment appuyer sur ses mains pour se redresser un peu. Ah tiens, ça fait un peu reculer mes fesses. Ah tiens, je perds l'équilibre, hop, je me retourne. Je prends un appui sur le côté de mon corps. Ah tiens, ça c'est rigolo, parce que si je fais ça, en m'appuyant plus, je peux peut-être même réussir à me retourner encore une fois sur le ventre. Enfin, les mouvements permettent à l'enfant de découvrir son corps, de découvrir des perceptions, des sensations, des appuis. Et par ces appuis, par le regard, il va pouvoir avoir envie de se déplacer. Parce que s'il voit quelque chose qui l'intéresse, qui est loin, il va se dire comment je vais faire ? Comment je peux faire pour atteindre ce jeu qui est là-bas ? C'est ça le mouvement. C'est amener vers quelque chose c'est la motivation. C'est amener vers quelque chose qui nous intéresse. Bouger, donc construire son schéma corporel, construire ses perceptions, du toucher, de l'ouïe, de l'équilibre. Le mouvement permet ça. Alors c'est vrai qu'on doit analyser, moi j'aime bien mettre en situation et faire visiter les personnes, c'est ce que je leur demande en premier. Ce qui me permet de voir comment elles interprètent l'espace, parce que comment moi je le vois c'est une chose, mais comment elles utilisent leur espace, ça c'est encore différent. On a tendance à dire vous avez des troubles de l'équilibre, ce serait bien de mettre une barre là et là, mais peut-être qu'il n'a pas besoin parce que la personne, l'espace étant étroit, il y a une commode qui fait 150 kg, elle se suffit à elle-même, on n'a pas forcément besoin de rajouter. En fait l'analyse, elle a du sens uniquement quand on met la personne en activité. C'est pour ça qu'on se refuse, et de toute façon légalement ce n'est pas possible, d'intervenir chez la personne si elle n'est pas présente. Parce qu'on nous demande souvent, des personnes qui sont hospitalisées, la famille nous dit pendant que ma maman ou mon papa est hospitalisé, venez voir à domicile. Ça n'a aucun sens. Il faut voir la personne. Si on fait un aménagement, c'est pour la personne, pour son bien-être, pour elle. C'est pas pour sécuriser un logement. Un logement, il est sécurisé du moment où la personne peut évoluer à l'intérieur en sécurité et de façon la plus indépendante possible, bien sûr. L'espace, c'est aussi un moyen que je dois inclure parce que finalement, c'est aussi une intervention indirecte. Plus j'arrive à structurer l'espace, des fois, j'ai même pas besoin d'expliquer à l'enfant et l'enfant va aller à cet endroit-là. C'est un peu comme de la magie. Et c'est là aussi, des fois, ça me rend fier parce qu'au final, c'est comme si j'arrive à manipuler l'enfant, on va dire, à distance, juste parce que j'ai mis les choses en place de manière stratégique. Et ça, c'est des choses que après je vais remonter à la fois à la famille, à d'autres collègues pour dire si on pose comme ça, justement tel élément, tel jouet, ou la table simplement comme ça, à la table on fait comme ceci, des fois sans besoin de tout expliquer, l'enfant peut comprendre. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore merci à Noureddine Bouchadan, Stéphanie Weber, Anaïs Martin et Ken Tabata, ergothérapeutes qui m'ont permis de divulguer ces informations passionnantes. D'ailleurs, vous qui vous intéressez à ce métier, voici quelques pistes. Alors ce qui est très important après les 3 ans d'études, c'est de tester déjà. Moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de pouvoir aller dans plusieurs domaines pour voir vraiment lequel me plaisait le plus quelque part, celui qui éveille en moi le plus de curiosité. Et une fois que j'ai trouvé mon domaine, c'est de se former. Il existe plein de formations certifiantes, des formations qui sont reconnues et qui permettent d'avoir un vrai apport sur les thérapies qu'on va proposer par la suite. De bon point de vue sur les soins, en tout cas à domicile, à un jeune, je lui dirais, écoute, si tu veux être libre dans ta pratique, dans la mise en place des moyens que tu utilises pour aider les personnes, si tu aimes l'autre, si tu aimes les relations humaines, si tu aimes être en lien avec l'autre et lui apporter quelque chose, redonner le sourire aux personnes, aux gens, accompagner, si tu aimes le travail d'équipe, honnêtement, le métier d'ergothérapeute à domicile, pour moi en tout cas, je ferais rien d'autre au monde. J'ai testé, j'ai eu l'occasion, j'ai le passif d'une autre activité
que j'ai beaucoup aimé, mais pour laquelle j'ai fait le tour. Moi, c'est un métier, vocation, passion, vraiment. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps j'espère. Et encore merci à Noureddine Bouchadan, Stéphanie Weber, Anaïs Martin et Ken Tabata, ergothérapeutes qui m'ont permis de divulguer ces informations passionnantes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouve l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. À tout bientôt, cui, coin, et à la prochaine! Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle!